Alors bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'être soit revenus ou venus pour le cours de ce matin. On va explorer quelques aspects de la francophonie, de francophonie institutionnelle, francophonie pratique, et examiner la question de la vitalité du français. Et je commence avec l'avant-dernière vague de l'expansion indo-européenne. La dernière vague se passe au Brésil, quand au XXe siècle, les descendants des Européens qui se proclament brésiliens pénètrent la forêt équatoriale. Et il y a beaucoup de changements qui se produisent. Et c'est en ce moment-là que, c'est un peu plus tard, à la suite de cette pénétration, qu'on se rend compte du phénomène d'espèces en danger. Et les linguistes ont été inspirés par ça pour parler de les langues en danger, etc. Cette avant-dernière vague de l'expansion indo-européenne commence au XVe siècle. Et elle conduit à une plus grande globalisation de l'économie mondiale à partir du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle, c'est parce que c'est en ce moment-là que les Français, les Hollandais et les Anglais rejoignent les Espagnols et les Portugais dans la conquête du monde. Okay. Ça ne marche toujours pas. OK. Mais nous devons clarifier certaines choses. Et j'ai toujours déploré les experts français de ne pas capitaliser sur la distinction qui existe en français entre mondialisation et globalisation. Et il y a beaucoup d'ouvrages que j'ai achetés ici à Paris qui s'intitulent, incluent dans leur titre mondialisation, alors qu'en fait on veut parler de globalisation. OK. Globalisation n'est pas nécessairement mondialisation. La globalisation a affaire aux interdépendances dans un système inclusif, économique et ou politique, même au niveau local ou régional. Par exemple, l'Union européenne est un exemple de globalisation qui n'est pas mondiale, bien que l'Union européenne exerce beaucoup d'influence sur ce qui se passe au monde. Un conflit peut être globalisé et en même temps local, ou une solution à un problème peut être globale. Et donc, la globalisation peut être mondialisée tout en marginalisant certaines parties du monde. Et tout le monde n'est pas inclus de la même façon dans un système globalisé mondial. Il y a des acteurs principaux qui se trouvent surtout en Amérique du Nord et en Europe. Et il y a beaucoup de membres de nations qui participent dans l'économie globalisée, mais qui ont un rôle marginal, surtout les pays du Sud global. Et certains sont plus acteurs que d'autres. Donc, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Ce n'est pas tout à fait démocratique. Et dans ce processus, depuis le XVIIe siècle, l'Afrique est passée du centre à la périphérie du système économique globalisé, mondialisé. Par exemple, on peut le voir dans la crise financière de 2008, où tout le monde se sentait en danger, l'économie du monde était en train de chuter, sauf en Afrique. Parce que l'Afrique est toujours restée en marge et l'Afrique n'a pas ressenti le problème. Okay? Et ça, c'est très intéressant. Ça nous montre que tout n'est pas égal au sein du monde globalisé. Et j'ai montré ça dans mon premier cours, en montrant que le volume des interactions est plus intense entre particulièrement les États-Unis et l'Union européenne. Et quand on voit ça, on doit aussi se demander ce qui se passe parce que l'Union européenne comprend beaucoup de nations,
tandis que les États-Unis, c'est une seule nation, et on voit l'importance très centrale des États-Unis dans l'économie globale du monde. Et les États-Unis sont très en contact avec l'Asie de l'Est et l'Union européenne aussi, mais à un niveau inférieur. Et l'Afrique, c'est comme si tout le monde la contournait un tout petit peu. Ça reste marginal, c'est la source des matières premières, mais n'a pas beaucoup de décisions dans les décisions globalisées de l'économie mondiale. Okay. À la suite du Portugal, la France se positionne au centre de la globalisation mondialisante à partir du XVIIe siècle, à peu près un siècle et demi plus tard, et se retrouve particulièrement en compétition avec l'Angleterre, surtout à partir du XVIIIe siècle. Et le monde devient divisé. Il y a les colonies françaises et belges, mais francophones. Il y a ça. Ce n'est pas tout à fait correct parce que je devais représenter la Nouvelle-France dans son étendue. Et ça, c'est le monde anglophone. Et là, c'est ce que les Portugais avaient déjà commencé le XVe siècle. Et il leur a pris tout un siècle pour arriver à l'Asie de l'Est. Et ce qui se passe dans cet univers, c'est que les Anglais et les Français et les Hollandais commencent à confisquer des territoires de l'Espagne et du Portugal. Parce qu'au XVe siècle, les papes, par des décrets, avaient divisé le monde en deux parties. Une partie appartenant à l'Espagne, et attribuée, plutôt pas appartenant, attribuée à l'Espagne, et une autre partie attribuée au Portugal. J'avais expliqué ça avant. Mais si on veut bien comprendre la globalisation et mondialisation, on doit aussi pouvoir retourner à l'Antiquité. C'est une carte que j'avais aussi présentée dans un de mes cours précédents. C'est que d'abord, il y a eu les Phéniciens qui ont conquis la Méditerranée et ont installé des comptoirs de commerce partout autour de la Méditerranée. Et puis sont venus les Grecs, en bleu, qui ont élargi le réseau de commerce. Et puis est venu l'Empire romain, qui a exercé une très grande influence. Et ça, c'est intéressant. Mais dans tout ça, on doit toujours tenir compte du fait que ces colonies étaient des colonies de négoce, des colonies de traite, et pas les colonies comme nous les avons connues depuis le XVIIe siècle. Et ça, c'est très intéressant. Et le latin, plutôt l'Empire romain, est un cas plus curieux parce que c'est un type assez unique de colonisation où les populations colonisées étaient récompensées très tôt. L'élite de ces territoires était romanisée et l'élite de ces territoires pouvait devenir des sénateurs à Rome et pouvait devenir même des empereurs. Et il n'y a pas beaucoup de ce genre de colonisation. Mais en même temps, on reconnaît que ce n'était pas l'Empire romain ne consistait pas de colonies de peuplement, parce que ce qui est arrivé à la fin du XVe siècle, quand l'Empire romain était attaqué, les Romains ont quitté les colonies, surtout les provinces de l'Ouest. Ce qui n'est pas le cas dans les colonies de peuplement des Amériques. Quand, après la Révolution américaine, les colons sont restés et, à mon avis, les États-Unis continuent à être une colonie de peuplement. Ce n'est pas encore indépendant du point de vue des Amérindiens. Okay. Alors, l'un des plus grands succès de la France dans la course impériale est la fondation de la Nouvelle-France au XVIIe siècle, bien avant la colonisation d'exploitation de l'Afrique à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Okay. Et ceci est particulièrement important parce que dans quelques minutes, on va aussi parler de la distribution du français en Afrique et on verra la différence entre l'Égypte, où
on se demande pourquoi on peut qualifier l'Égypte de francophone ou bien le Sahara occidental, pourquoi on le classe comme francophone, alors que la proportion des gens qui parlent français là-bas n'est pas tout à fait comme la proportion des gens qui parlent français dans le reste de l'Afrique francophone. Okay? Et puis on parlera aussi de l'Afrique du Nord, qui a un autre particulier à elle toute seule. Mais ma chaire s'intitule Monde francophone. Ce sont des mondes divers. Et il y a beaucoup de choses, des détails auxquels on devrait faire attention quand on parle de la francophonie en général, parce qu'après tout, le français n'évolue pas de la même façon dans tous ces territoires. Mais en dépit de son succès, le recul du français comme langue impériale au profit de l'anglais commence au XVIIIe siècle avec la perte de l'Acadie, y compris l'État de Maine. Okay? Cela est arrivé aussi, cela a été facilité par la Révolution haïtienne et la vente de la Louisiane coloniale à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle respectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que la Nouvelle-France vient jusqu'ici et là-bas, et les colonies anglaises, en ce moment-là, les États-Unis, il y avait seulement 13 colonies qui ont constitué les États-Unis, 13 États, tout à fait à l'est. Mais une fois qu'on ait acheté, que les Américains aient acheté la Louisiane coloniale, qui était toute cette étendue ici, cela a libéré l'avancée des Américains vers l'ouest et donc beaucoup plus de territoire pour que les États-Unis se répandent jusqu'à 49 États à la fin du XIXe siècle et 50 États au début du XXe siècle après l'acquisition, la conquête de Hawaï. Et donc, beaucoup plus d'espace géographique, beaucoup plus d'espace pour le développement économique et tout cela encourage l'expansion tant géographique que démographique de l'anglais. Donc ça, c'était vraiment une perte parce que si la Louisiane coloniale avait survécu, on ne sait pas si cette partie serait devenue anglophone, la partie de l'Ouest, à partir de cette frontière. Okay. Donc c'était un recul qu'on doit remarquer. Et la perte de Trinidad, de Sainte-Lucie et de la Dominique et de Saint-Christophe au XIXe siècle est aussi importante. Et là, parce que le français disparaît de ces territoires, de ces îles, le créole se maintient, mais à peine parce qu'il finit par disparaître à Trinidad. Et maintenant, on peut dire qu'il est menacé, le créole français est menacé à Sainte-Lucie et la Dominique. Et Saint-Christophe est devenu anglophone aussi. Okay. Alors, l'île Maurice est un cas intéressant parce que c'est au XIXe siècle. L'île Maurice devient une colonie britannique. Dans l'histoire, il faut se rappeler quand il faut parler d'anglais et quand il faut parler de britannique et tout ça. Et puis, l'anglais devient langue officielle. Le créole se maintient comme vernaculaire de la plupart de la population, c'est le créole français. Et il y a une élite sociale qui est beaucoup plus compétente en français qu'en anglais à l'île Maurice. Et ça, c'est très intéressant aussi. Okay. Donc, le français peut être considéré menacé et peut ne pas être considéré menacé parce que le français a un statut un peu particulier à l'île Maurice. D'une certaine façon, la vitalité du français décline à l'est du Canada et la langue devient moribonde à Louisiane, même dans sa variété créole. Le français a été revitalisé au Québec. Et là, on se demande, le feu Robert Chaudenson était très sceptique et pessimiste aussi en disant le Québec est une sorte d'île langagère dans un monde, dans une grande mer qui est anglophone. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a toujours beaucoup de compétition dans le secteur économique.
Et si le Québec a réussi à revitaliser le français, c'est parce que le Québec a compris qu'il était nécessaire que les francophones puissent fonctionner économiquement en français plutôt qu'en anglais, où se développait l'industrie économique moderne, et que les salaires devraient être comparables entre les gens qui fonctionnent en français et les gens qui fonctionnent en anglais. C'est comme ça que le Québec a réussi à revitaliser le français. Autrement, peu importe l'idéologie, parce que ça ne fonctionne pas en Louisiane, il faut vraiment y engager la machine économique pour revitaliser une langue. Dans les territoires créolophones, le français survit à travers les créoles, sauf à Trinidad, mais ceux de Sainte-Lucie et de la Dominique se sentent aussi menacés par les créoles anglais. Et tout dépend évidemment de si les créoles français doivent être considérés comme de nouvelles variétés du français. Et là, c'est un domaine dans lequel je n'aime pas m'engager, parce que c'est très contentieux, ça dépend de la politique. Dans mes travaux sur les créoles, quand je parle aux créolophones eux-mêmes, ils me disent qu'ils parlent français ou anglais, alors que l'élite ne leur permettent pas de dire ça, ne veulent pas qu'ils disent ça, parce que pour l'élite, ces gens-là ne parlent plus français, ils parlent une langue tout autre. Et la plupart des linguistes ont aussi stipulé, et j'insiste sur stipulation, que les créoles sont des langues nouvelles, séparées, ce qui ne signifie pas que les créoles ne doivent pas être considérés comme de nouvelles variétés langagères indo-européennes. Ça, c'est une autre question. Okay. Mais la vitalité du français dépend en partie des créolophones, surtout quand l'OIF compte le nombre de francophones dans le monde. L'OIF inclut les créolophones. Et ce n'est pas seulement l'OIF qui fait ça. Les anglophones aussi, quand ils comptent le nombre d'anglophones dans le monde, ils comptent les gens qui parlent le créole anglais aussi. Donc, il y a une certaine ambiguïté idéologique qui entre là-dedans. Mais je vais laisser ça aux nationaux de ces pays de déterminer qui parle français et qui ne parle pas français. Okay. Alors, il y a aussi dans l'histoire de l'expansion du français le moment où, au XIXe siècle, les Huguenots qui étaient en Hollande ont été recrutés à aller en Afrique du Sud pour commencer l'industrie de vin. Okay. Ils étaient quelques 200 et malheureusement, après une génération, le gouvernement hollandais avait peur que le français ne se maintienne en Afrique du Sud et ils ont encouragé une politique d'assimilation entre les Hollandais et les Huguenots. Et les Huguenots ont perdu le français. Et en fait, plus tard, je vais dire, le français a été introduit plusieurs fois en Afrique du Sud, mais sans survivre. Donc, mais après ce mélange de populations, le français a disparu de l'Afrique du Sud. Et ici, à partir de la fin du XXe siècle, et maintenant au XXIe siècle, il y a des migrations de pays, à partir des pays francophones africains. Je prends ça des travaux de Cécile Vigouroux. Et ces migrants, en se déplaçant, se présentent comme des francophones. Mais ce qui est à remarquer, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir économique. Ce sont des réfugiés, des gens qu'on appellerait des réfugiés économiques. Ils cherchent à survivre en Afrique du Sud. Ils prétendent parfois qu'ils parlent français alors que leur compétence en français n'est pas en fait bien développée au point où on ne pourrait pas les engager en Afrique du Sud à cause de leur compétence en français. Okay. Et puis, pour survivre en Afrique du Sud, ils ne parlent pas français et ils parlent souvent à peine anglais et ils font ce qu'on appelle la débrouille. Et la débrouille, qui fait partie de l'économie informelle, se fait en fait
dans les langues dans les langues des pays dont ils sont originaires. Cécile Vigouroux s'est focalisée surtout sur les migrants de la RDC. Et à Cape Town, où elle a fait ses recherches, les Congolais sont divisés entre les lingalophones et les swahiliphones. Je pense que les swahiliphones sont même surnommés allemands, alors que les lingalophones sont surnommés arabes, selon la façon dont ils fonctionnent dans cette économie informelle. Et c'est une économie très intéressante qui est entre les Congolais eux-mêmes, qui s'aident à survivre. Mais il y a aussi un marché pour trouver du travail qui se négocie par des intermédiaires d'autres Congolais qui mettent les gens en contact avec des gens. Je connais quelqu'un, je connais un endroit et tout ça, et c'est comme ça qu'ils s'entraident. Donc, l'OIF les a identifiés comme les passeurs de francophonie. C'est intéressant parce que passeur signifie quelque chose d'illicite. Okay. Donc ce n'est pas vraiment des gens qui officiellement répandent le français, mais parce qu'ils se proclament francophones ou viennent de pays francophones, on pense que le français est introduit en Afrique du Sud avec ces gens. Non, ça n'a pas du tout réussi. Et le français est-il menacé en Afrique ou son avenir y est-il garanti? Il y a deux questions et je reviendrai à ces deux questions beaucoup plus tard, mais je voudrais attirer votre attention aux statistiques qui sont données ici pour les locuteurs du français. Au Congo, c'est 40%, au Gabon, c'est 80%, au Cameroun, c'est 61%, au Sénégal, c'est 31%, en Guinée, 63%, et la Côte d'Ivoire, c'est 70%. Et on se demande si ces statistiques sont vraiment fiables. Okay. Au Congo, par exemple, en RDC, c'est depuis plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu de recensement. Comment est-ce que les gens obtiennent ces informations? Comment est-ce qu'ils calculent ces pourcentages? Et est-ce qu'il n'y a pas une inflation des chiffres? Mais ce qui est aussi intéressant à remarquer, par exemple au Sénégal, qui devrait être l'un des pays les plus francophones de l'Afrique, il y a le Wolof qui a émergé comme une langue nationale très importante et les gens aiment bien utiliser le Wolof et je reviendrai à cet aspect plus tard. Au Congo, RDC, il y a le Lingala et le Swahili qui se répandent. Le Lingala surtout, c'est une sorte de langue de modernité africaine. Donc, à Kinshasa, si je parle seulement français, je ne peux pas parler lingala. Au moins, quand j'y étais encore il y a 40 ans, on me traitait de mouvila, intellectuel mouvila. Un villageois qui parle français et qui ne sait pas parler la langue moderne de la capitale. Okay. Donc, il y a des idéologies qui se confrontent et on pourrait dire que ces idéologies menacent le français. Mais en même temps, comme je le montrerai plus tard, le français a des domaines d'usage qu'il contrôle, ou que ses locuteurs contrôlent depuis la période coloniale, qui lui donnent quelque peu de stabilité. Mais que c'est question de voir comment les choses évoluent sur terrain. Le français comme langue superstratique en Afrique, en général, les Européens ont introduit leur langue en Afrique dans leur intérêt et au service de la colonisation. Ce n'était pas vraiment pour assimiler les indigènes, les autochtones. La langue est d'ailleurs devenue une sorte de barrière entre la structure coloniale et les structures traditionnelles. Et les langues ont été, en fait, on peut dire imposées ou superimposées ou superposées aux langues autochtones comme médium de communication dans les institutions et pour des fonctions introduites par la communication
dans le domaine colonial. Donc l'administration coloniale, surtout là où fonctionne le col blanc, les hauts niveaux de la justice, de l'armée et de la police, des services publics et de santé, fonctionnent en français. Mais seulement, c'est la haute structure, le niveau le plus élevé de cette structure. Et c'est le niveau d'une minorité qui a beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup de pouvoir économique et de pouvoir politique, qui utilise le français comme l'anglais dans les pays anglophones. Et les écoles pour la formation des auxiliaires coloniaux, les auxiliaires coloniaux, ce sont ces autochtones qui étaient la classe intermédiaire entre les colonisateurs européens et les masses des autochtones. Les auxiliaires ont servi de médiateurs entre les colonisateurs et la plus grande partie des populations colonisées. Rétrospectivement, je peux voir comment mon père fonctionnait, parce qu'il aimait profiter un peu du système et il ne parlait pas français. Donc, il développait des rapports avec des auxiliaires coloniaux qui pouvaient lui trouver du travail intéressant, ce qui m'a permis d'aller à l'école. Parce qu'il pouvait faire un peu plus d'argent que d'autres personnes, bien qu'il ne parlait pas français. Mais ces explications ne s'appliquent pas bien à l'Afrique du Nord, parce que si on pouvait dire que les langues autochtones n'étaient pas écrites, que les langues autochtones n'étaient pas assez bien développées, on devait parler français, on constate que les musulmans avaient colonisé l'Ibérie pendant 7 siècles au Moyen-Âge, et que pendant ce temps, l'arabe avait servi de langue d'administration et de lingua franca de l'intelligentsia. En fait, les musulmans ont inspiré les Ibériens à développer un système d'administration qui s'est modernisé à cause de la colonisation musulmane. Il était utilisé pour la science, la philosophie et les mathématiques et les services de santé, et ce sont les musulmans qui ont ressuscité les classiques grecs et romains en Ibérie au Moyen-Âge. Parce que les Visigoths, ils avaient tout détruit de ce que l'Empire romain avait accompli. Et l'arabe a une graphie et une littérature bien développées. Donc la raison, c'est l'Afrique du Nord nous fait voir la raison principale pour laquelle les colonisateurs ont superposé leurs langues aux langues autochtones. Et je parle de superposition parce qu'après tout, on a une division des domaines, les domaines dans lesquels c'est mieux de parler français et les domaines dans lesquels c'est mieux de parler des langues autochtones. Et la vraie raison pour l'usage du français était la subordination des traditions musulmanes aux traditions ou aux pratiques françaises. Le français sert alors d'outil d'exclusion, comme dans le reste de l'Afrique francophone, pour mieux contrôler les masses décolonisées. Okay? Il y a un livre intéressant qui a été écrit par Al-Amin Mazroui et Mazroui en 1998, The Tower of Babel, ou The Power of Babel, et qui explique pourquoi les langues européennes n'ont pas pu se répandre plus en Afrique qu'elles auraient pu le faire, tout simplement parce qu'il y avait cette ségrégation entre les fonctions, les résidences des anglophones et plutôt des francophones et des non-francophones. À ce jour, l'usage du français en Afrique reste en distribution complémentaire avec celui des langues autochtones. Le français maintient l'héritage colonial de ses fonctions dans le haut niveau de l'administration, de la gouvernance. Il demeure parmi les autochtones l'emblème du succès social et du pouvoir économique et politique. Et pour les gens qui disent toujours, quand une langue est parlée par peu de gens, cette langue est menacée,
on a toujours oublié un facteur, qu'il y a la puissance économique de la population qui parle cette langue minoritaire, qui assure que la langue survit. Et ça, c'est le cas du français en Afrique. Parce que le français, avec le français vient aussi un plus grand pouvoir d'achat pour certaines personnes. Si les personnes ont réussi à trouver de bonnes positions dans la politique, dans l'administration en général et dans les grandes compagnies industrielles. Et le français fonctionne surtout comme lingua franca de l'élite sociale, particulièrement dans les interactions interethniques. Beaucoup d'Africains qui l'ont appris à l'école ne l'utilisent pas souvent, ou pas du tout, sauf de nécessité. Parce que si on termine l'école secondaire, on ne va pas à l'université, on cherche du travail, on ne trouve pas de travail, on retourne vivre avec ses parents, on retourne en milieu rural où on se sent beaucoup plus en sécurité. Et les gens là-bas, si on parlait français, se moqueraient de vous. Pourquoi est-ce que vous parlez français? Vous avez oublié votre langue ancestrale, la langue d'héritage, et on revient à la langue d'héritage après tout. La classe ouvrière fonctionne entièrement en langue autochtone, surtout en milieu rural. En fait, la plupart des Africains survivent grâce à l'économie informelle qui fonctionne en langue autochtone. D'après certaines statistiques, 76% de la population, des populations africaines survivent seulement grâce à l'économie informelle, parce qu'il n'y a pas d'autres emplois. L'économie formelle n'a pas vraiment... ne s'est pas vraiment bien développée depuis les indépendances. La plupart des Africains ne gagnent pas leur vie en français, particulièrement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois qui rendraient la langue utile pour leur survie économique. Okay. Selon certains spécialistes, il y a à peu près 76% des populations africaines travaillant dans l'économie informelle. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, si on va au marché, on a le choix, par exemple, pour la nourriture, on peut aller à Auchan à Dakar ou on peut aller à un marché, mais c'est plus cher à Auchan et moins cher au marché. Au marché normal, on peut négocier, marchander. À Auchan, on ne peut pas marchander. Et ça fait une énorme différence. Et dans beaucoup de villes africaines, il y a ça. Et donc là aussi, on voit cette distinction des classes, mais même pour cette distinction des classes, les gens qui ont un pouvoir d'achat assez élevé se rendent compte tout de même qu'ils dépensent plus d'argent en allant au marché, au champ, au supermarché, plutôt qu'en allant à l'autre marché. Okay? Et donc là, vous voyez certaines images qui représentent ça. Et puis, les ouvriers et les petits commerçants n'ont pas besoin de parler français pour gagner leur vie. Il y a un système qui continue depuis la période coloniale. Il y a les gens, en anglais on les appelle foremen, ce sont des intermédiaires entre l'administration supérieure et le niveau inférieur de l'industrie. Et le foreman, il a besoin de parler les langues locales et le français, alors que les ouvriers eux-mêmes, ils ne voient pas pourquoi ils doivent parler français, ils communiquent mieux dans les langues autochtones. Et il y a une autre raison, parce que donner les instructions pour le travail dans des langues que les ouvriers comprennent, ça signifie les langues autochtones, est plus efficace que de donner des instructions dans une langue que les ouvriers ne comprennent pas bien ou ne comprennent pas du tout, parce que le travail peut être mal fait parce qu'on n'a pas compris les instructions. Okay. Et l'élite sociale reste bilingue ou multilingue pour des raisons pratiques, en commençant avec la famille étendue. Disons, on n'a pas intérêt à être snob. Et quand je rentre au Congo et que je ne peux pas parler une langue congolaise, ma langue ethnique surtout, les gens se moquent de moi. Comme si j'étais prétentieux, ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles je ne peux plus parler ma langue ethnique aussi couramment qu'il y a 40 ans.
Okay. Et je dois faire un effort pour me rattraper et pouvoir communiquer aux membres de ma famille étendue et aux autres personnes qui me reconnaissent dans une langue autochtone. Et comme ça, on dit « Ah, il ne s'est pas tellement américanisé après tout. Non, il ne s'est pas tellement occidentalisé. C'est encore l'un des nôtres. Okay. On mange ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble et ces pratiques ont lieu dans les langues autochtones plutôt qu'en français. Ce sont des langues d'intimité sociale. Okay. Sauf pour le marché extranational, la culture populaire se développe en langue autochtone. Il y a une sorte de modernité urbaine qui promeut l'usage des variétés urbaines des langues autochtones par les variétés, le style ancestral, vraiment, le style d'héritage, même si le milieu rural reste conservateur et attaché aux traditions africaines. Il y a aussi de plus en plus de gens qui aiment utiliser les lingua franca autochtones pour des fonctions jadis réservées en français. Au Parlement, il y a des gens qui décident de parler Wolof ou de parler Lingala. Et on ne peut pas leur dire, ce n'est pas une langue officielle, vous ne parlez pas ça, parce qu'ils vont dire, je suis congolais, je suis sénégalais, je parle la langue de ma terre. Vous n'avez pas le droit de me refuser de parler cette langue. En Afrique du Nord, l'arabe réclame à juste titre son statut de langue nationale et officielle, parce qu'après tout, l'arabe, si on parle de moderniser une langue, l'arabe, ce n'est pas une de ces langues qui a encore besoin de se moderniser par rapport au français ou à l'anglais. Les gens sont très contents de pouvoir utiliser l'arabe et il y a un militantisme qui promeut l'arabe de préférence au français. Et donc ça, c'est une réalité que l'on devrait accepter. Et pour les gens, quand les gens réfléchissent, pourquoi serait-il bien d'utiliser une langue que la plupart des citoyens du pays ne peuvent pas parler, ou qu'une grande proportion des citoyens du pays ne peut pas parler, alors qu'on pourrait utiliser une langue autochtone que beaucoup de gens vont comprendre et ou pourraient apprendre beaucoup plus facilement. Alors, le français n'est-il pas menacé dans ce cas en Afrique? Ou son avenir y est-il garanti? La réponse à ces questions n'est pas simple. Les questions reflètent aussi une perspective métropolitaine. Se soucier si le français est menacé parce que les gens dans les anciennes colonies ne continuent pas à parler français, ça c'est la perspective qui n'est pas particulièrement africaine, au moins dans son idéologie, car les langues nationales devraient avoir plus de fonctions officielles. La proportion des locuteurs ou locutrices du français depuis son usage généralisé dans les écoles d'Afrique à partir du début du 1960 n'est pas impressionnante. Quand on pense au temps qui a été investi à enseigner le français, tout l'argent qui a été investi à enseigner le français ou à améliorer l'enseignement du français, et on regarde les résultats par rapport 60 ans plus tard, presque, on devrait s'attendre à ce que chacun puisse parler français dans les pays francophones. Mais ça, ce n'est pas le cas. Il y a des choses auxquelles on devrait faire attention. Et la structure économique dans les pays africains favorise financièrement les locuteurs et locutrices du français, mais pour un marché du travail qui ne se développe pas, et pour moi, ça, c'est la raison. S'il y avait un marché du travail où le français était requis pour chacun qui veut y participer, y contribuer, il y aurait beaucoup plus d'investissements en français de la part des nationaux parce que ça leur permettrait de gagner une meilleure vie. Tout le monde veut améliorer ses conditions économiques et peu importe si la langue est autochtone ou pas autochtone, mais dans le cas du français, les emplois pour le col blanc reste limité dans la plupart de ces pays. Le français n'est pas nécessaire dans la vie de beaucoup de gens qui l'ont appris à l'école, mais qui n'évoluent pas dans des milieux sociaux ou professionnels
où l'usage de la langue européenne est utile. Et le français reste une langue européenne plutôt qu'une langue nationale. Okay. Et l'anglais menace-t-il le français en Afrique? Ça, c'est aussi une question qui est intéressante. Mon impression est qu'il y a plus de jeunes qui apprennent et parlent anglais comme lingua franca en France ou en Europe francophone qu'il y en a en Afrique francophone, parce que les conditions pour apprendre l'anglais sont beaucoup plus développées dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et le français est-il en danger en Europe francophone? Il y a des gens qui ont écrit des livres pour dire que l'expansion de l'anglais en Europe continentale est une sorte de menace pour les langues de l'Europe occidentale. Et ce n'est pas mon impression. Mon impression que l'anglais est appris en Europe occidentale de la même façon que les Africains apprennent le français et apprennent l'anglais comme une langue dont on a besoin. Et pour certaines personnes, une langue qu'on devrait vraiment apprendre. Et quand on y réfléchit, regardez, le CNRS encourage les gens, les universitaires à publier en anglais aussi. L'Université de France encourage les chercheurs à écrire leurs projets de recherche en anglais. Je trouve ça un peu ridicule, mais il y a des raisons intéressantes parce qu'il y a un marché de visibilité où l'anglais domine et on ne voudrait pas que les chercheurs français ne puissent pas bénéficier de ce marché. Ce sont des raisons pratiques. On est fier de la langue française, mais on a aussi besoin d'autres langues. Et il me semble que la réponse est négative car les fonctions des deux langues sont complémentaires. Le français fonctionne comme vernaculaire et la position du français, le statut du français comme vernaculaire de la France ou de la Belgique ou de la Suisse n'est pas du tout menacé. C'est plutôt à un autre niveau, comme lingua franca, que le statut du français peut être considéré menacé. Une langue ne met une autre langue en danger que si les deux ont les mêmes domaines d'usage. Et dans ce cas, ces langues n'ont pas les mêmes domaines d'usage. En Afrique, les deux langues sont en compétition dans leur fonction impériale. Sinon, concernant la fonction vernaculaire, les gens sont contents de pouvoir parler les langues autochtones. Pour les Africains, ni le français ni l'anglais ne devraient remplacer les langues autochtones. Ça, c'est notre position à nous. Tout comme le français veut se protéger en France, en Afrique, nous aussi, on voudrait bien protéger nos langues africaines. Et apprendre l'anglais ne signifie pas abandonner le français non plus, parce que la pratique traditionnelle, c'est plus de langues on parle, plus on a des chances de connecter avec d'autres personnes, plus on a des chances de pouvoir survivre dans des contextes différents. Et donc, ce n'est pas question de remplacer le français avec l'anglais, c'est question de connaître et le français et l'anglais et de profiter, si besoin en est, de l'une ou l'autre de ces langues. La question est différente pour l'Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada sont des colonies de peuplement qui ont une philosophie sociale d'assimilation culturelle. Contrairement aux colonies d'exploitation où il y avait vraiment toujours une différence, une séparation entre les autochtones et les colonisateurs. L'anglais et le français y fonctionnent comme des langues vernaculaires et devraient être utilisés aussi dans tous les domaines des activités économiques. Les disparités économiques ont défavorisé le français de la même façon que d'autres langues européennes, l'allemand, l'italien. Toutes ces langues ont disparu maintenant et le français est encore là en train de gagner son temps. Le Québec a répondu à la situation d'une façon proactive, exigeant que les français soient utilisés dans le secteur de l'économie et que les francophones puissent gagner leur vie en français plutôt qu'en anglais. Le pouvoir économique d'une langue décourage le désir de fonctionner en anglais qui peut éroder sa fonction vernaculaire. Et c'est le cas pour les Allemands, les gens qui parlaient allemand, les gens qui parlaient italien, tout ça, parce que les économies nationales n'ont pas
pu tenir, enfin, rester en compétition égale avec l'économie anglo, comme on l'a défini dans le monde anglophone, et le système anglo s'est imposé, et petit à petit, comme les gens voulaient être employés dans le système anglo, leur langue nationale devenait, langue d'héritage, devenait redondante, et on les a abandonnés même en famille, et c'est comme ça que l'anglais est devenu le vernaculaire généralisé. Ce qui est intéressant, c'est que l'anglais n'est pas officiellement, selon la Constitution des États-Unis, l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est le cas aussi en Australie. Le pouvoir économique d'une langue décourage le désir de fonctionner en anglais. Et la Louisiane s'est contentée plutôt d'une réponse idéologique. On prend de plus en plus de cours en français, mais il n'y a pas de marché de travail en français. Et donc, le français reste moribond. Et depuis que l'industrie du pétrole s'est développée dans les bayous de la Louisiane, il y a eu un afflux d'anglophones et la nouvelle structure économique défavorise le français et le français est en recul. Et ça, ce sont des choses qu'on doit noter. On pourrait parler de l'exceptionnalisme francophone car le français est apparemment la dernière langue européenne, sans compter l'espagnol, qui à ce jour reste résiliente face à l'expansion démographique de l'anglais. Okay. C'est l'engagement de l'économie au Québec et l'isolement rural dans les bayous de la Louisiane qui l'ont maintenu. Ce n'est pas le prestige de la langue et de la culture française ou francophone qui l'ont maintenu. Okay. On peut en fait insister trop sur la supériorité de la culture française rend les autochtones hostiles aux Français. Et ce n'est pas la meilleure façon de vouloir répandre sa langue dans un territoire étranger. On peut aussi parler de l'exceptionnalisme du français à l'île Maurice, qu'on pourrait expliquer par la structure de sa population. C'est un bon domaine de recherche pour les jeunes chercheurs. Je n'ai pas fait beaucoup de travail là-bas, mais le fait qu'il y a une certaine élite qui est à l'aise et qui peut s'identifier avec le français, ça maintient le français dans cette classe élite. Autrement, c'est le créole qui a vraiment réussi le plus parce que tout le monde réclame le créole comme la langue nationale. Okay. OK, voilà, j'ai fini et je vous remercie pour votre attention.